Do you think it was possible at all that there was an animal involved, or do you think this would be humans? Als ze manisch is of wordt, dan zoekt ze het gezelschap van mensen die haar niet of nauwelijks kennen. Het was gewoon heel vreemd in de zin dat je nooit wist wanneer het kon komen. En 2015, lorsqu'une jeune étudiante néerlandaise disparaît sans laisser de traces pendant un safari en Ouganda, la piste de l'accident est rapidement privilégiée, alors pourtant que de nombreux éléments tentent à faire penser qu'elle a plutôt été victime d'un acte criminel. Mais en dépit des évidences, les autorités locales semblent bien décidées à classer l'affaire au plus vite. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de l'affaire Sophia Kutcher. Générique. La République d'Ouganda, plus simplement appelée Ouganda, est un pays de l'Afrique de l'Est dont la taille est équivalente à celle du Royaume-Uni. Aujourd'hui, il compte plus de 50 millions d'habitants, parmi lesquels 46 000 hommes appartiennent à la force de défense du peuple ougandais, l'armée du pays. Et on peut dire qu'ils ont de quoi faire parce que la menace terroriste est très présente dans certains pays frontaliers, notamment au Congo, ce qui rend les intrusions de rebelles armés assez fréquentes. Des rebelles qui ciblent d'ailleurs souvent les voyageurs occidentaux. Pour autant, aller faire du tourisme en Ouganda n'est pas déconseillé, au contraire, parce que ces terres disposent d'une riche faune sauvage et de paysages tout simplement époustouflants, incluant pas moins de 10 parcs nationaux qui proposent généralement des safaris. Mais les étrangers ne sont pas les bienvenus que pour visiter, et il y a par exemple chaque année de nombreux échanges étudiants, notamment à Kampala, la capitale du pays, qui compte à elle seule 13 universités. Participer à un programme d'échange, c'est une façon pour un étudiant de poursuivre son cursus scolaire tout en allant découvrir une autre culture, et c'est ce qu'a choisi Sophia Isabella Frederica Kutcher, une jeune néerlandaise partie faire son stage à l'hôpital Lubaga, situé à Kampala. Elle se destine à devenir médecin tropical, et même si elle n'est pas encore diplômée, elle a l'air littéralement faite pour porter la blouse blanche. La jeune femme de 21 ans arrive à l'heure, chaque jour, pratique son activité avec une grande passion, et n'hésite pas à s'impliquer dans toutes les tâches pour aider, y compris celles qui ne lui sont normalement pas dévolues, comme par exemple le lavage des sols. Elle fait partie de ces gens vifs d'esprit et dynamiques qui ont un sourire contagieux. Sophia est extravertie de nature, elle est sociable et elle a le contact facile, une chose que les enfants du quartier ont d'ailleurs très bien comprise parce qu'ils sont nombreux à la suivre dès qu'ils l'aperçoivent, juste pour avoir une interaction avec elle. En fait, tous ceux qui croisent la jeune femme l'apprécient, à commencer par le personnel de l'hôpital. Malheureusement, après 8 semaines durant lesquelles Sophia a brillamment assisté les médecins et sages-femmes dans la pratique de chirurgie de routine et d'accouchement, il va être temps pour elle de retourner chez elle aux Pays-Bas. Le 22 octobre 2015, c'est donc le cœur lourd qu'elle vit sa dernière journée de stage parce qu'elle s'est tellement plu en Afrique qu'elle envisage d'y retourner après la fin de ses études, et cette fois avec la ferme intention de s'y établir. Et ce n'est pas sa mère, Marie Slichkerman, venue la voir plusieurs fois pendant son séjour à Kampala, qui dira le contraire parce qu'elle a pu constater à quel point sa fille était à l'aise là-bas. Sophia est hébergée sur le campus du high-sec de la ville, dans un bâtiment où elle cohabite avec plus d'une quinzaine d'autres personnes. Mais même si dans la maison il y a peu de meubles et que, comme on peut le deviner, c'est assez bruyant et ce, à toute heure, ça n'empêche pas l'étudiante de littéralement s'éclater et de vivre son expérience à fond. Pour résumer, elle est tout simplement tombée amoureuse du pays, de sa culture et de ses habitants. Du coup, Sophia décide de rester sur place 2 semaines de plus pour faire un safari avant de repartir pour Amsterdam le 10 novembre, juste à temps pour sa remise de diplôme. Le 23 octobre, elle plie donc bagage et part de Kampala pour rejoindre le parc national Murchison Falls en compagnie de 2 autres étudiantes néerlandaises et d'un local qui fera office de guide et de chauffeur. Pour information, les 3 personnes qui font le voyage avec Sophia ont souhaité garder l'anonymat et leurs noms n'ont pas été rendus publics. Le groupe fait étape dans plusieurs villes et lieux sur le trajet. Ils commencent par se diriger vers Cap Shorva, puis reprennent la route direction Kotido avant de s'arrêter au parc national de Kidepo pour enfin terminer leur voyage en visitant Goulou et Pakwash. Résultat, ils n'arrivaient à destination que 5 jours plus tard, le 28 octobre en début d'après-midi, et après une petite croisière sur le Nil Victoria, ils rejoignent le Students Education Center de l'UWA,
Uganda Wildlife Authority, vers 18h afin d'y passer la nuit. Alors que les autres commencent à décharger la voiture pour s'installer dans leur hutte, Sofia s'éloigne pour se diriger vers les toilettes situées un petit peu plus à l'écart du camp. À environ 18h30, un employé de l'UWA l'aperçoit du côté des latrines et à ce moment-là, elle a dans les mains une petite bouteille d'eau vide qu'elle utilise habituellement pour récupérer les petits déchets qui traînent par terre dans le but de les jeter dans une vraie poubelle après. Sofia semble pensive et regarde en direction d'une île Victoria, située à quelques 600 mètres du camp. Seulement, après ça, les minutes passent et les autres personnes du groupe ne la voient pas revenir. Quelqu'un va donc vers les toilettes pour la chercher, mais ne l'y trouve pas. Et à vrai dire, elle n'est nulle part au Students Education Center. Sofia semble s'être tout simplement évaporée. Le petit groupe est très réactif parce que dans les 15 minutes qui suivent la disparition de la jeune femme, les Rangers de l'UWA en sont avertis et une battue s'organise rapidement, mais la nuit qui tombe déjà ne facilite pas les choses. Au bout d'un moment, les deux étudiantes demandent au chauffeur qui les accompagne de mettre la chanson préférée de Sofia, Isabella de Sauti Sol. Le titre est joué à fond dans la voiture et en boucle dans l'espoir que si Sofia s'est perdue et se trouve à proximité, elle puisse se repérer à lui et rentrer au camp par elle-même. Mais ça ne donne rien et vers 21h, elle n'est toujours pas revenue. Les Rangers ne l'ont pas localisée non plus et sont obligés d'arrêter les recherches parce qu'il fait à présent nuit noire. L'une des filles qui était avec Sofia décide donc de contacter Marige, sa mère, pour lui annoncer que sa fille est introuvable. Sans nul doute l'une des pires nouvelles que puisse recevoir un parent. L'angoisse plane sur le Students Education Center et tout le monde part se coucher en espérant qu'au petit matin, l'étudiante disparue aura donné signe de vie, ce qu'elle ne fait malheureusement pas. Petite précision, son téléphone a été retrouvé dans son sac, cassé, selon certaines sources, donc elle ne l'avait pas sur elle quand elle a disparu, ce qui a rendu son traçage impossible par ce biais. Les recherches reprennent le lendemain matin dès 9h, quelques militaires se joignent également à l'effort et dans la foulée, un groupe de rangers trouve la bouteille avec laquelle Sofia a été aperçue pour la dernière fois la veille, à environ 5 mètres de la rive nord d'une île Victoria. Ce jour-là, ils ne mettent la main sur rien de plus. En revanche, le 30 octobre vers 11h, soit environ 40 heures après la disparition de la jeune femme, plusieurs autres effets lui appartenant sont découverts. Parmi ces derniers, une chaussure de randonnée et, juste la semelle de l'autre, une paire de lunettes de soleil, un billet de 1000 shillings à moitié déchiré et un petit sac à main souvenir vide que Sofia avait acheté à Kampala. Plus curieux, des bouts d'étoffe semblant provenir de son pantalon se trouvaient eux aussi dans les herbes, alors que sa culotte, elle, était accrochée à une branche d'arbre assez haute. Tous ces morceaux de vêtements et objets étaient éparpillés sur une 50aine de mètres, à environ 15 minutes de marche de l'endroit où Sofia a été aperçue pour la dernière fois, mais surtout, il n'était qu'à quelques mètres seulement de la bouteille retrouvée la veille. On peut donc se demander comment les rangers du parc qui l'ont ramassée à ce moment-là ont bien pu passer à côté du reste, notamment en sachant qu'ils ont une très bonne connaissance du terrain. Le même jour, Marige, la mère de l'étudiante disparue, arrive au parc national Murchison Falls et des employés de l'ambassade des Pays-Bas en Ouganda se joignent à elle pendant que les recherches continuent, à la fois au sol, avec la participation de policiers accompagnés de chiens pisteurs, mais également depuis les airs grâce à l'utilisation d'un hélicoptère. Le 4 novembre, une équipe en possession de drones est également missionnée par la police néerlandaise pour aller aider sur place, mais Sofia demeure encore et toujours introuvable. Rapidement, les médias ougandais parlent de l'affaire, mais ça ne dure que quelques jours, et surtout, ils mentionnent une attaque d'animal comme étant la cause de la disparition de la jeune femme. Il est dit que Sofia a probablement été entraînée dans l'eau soit par un crocodile, soit par un hippopotame. Et il est vrai qu'étant donné que le Students Education Center se trouve au cœur d'un parc national, il est entouré par une abondante faune sauvage, particulièrement dangereuse, qu'il est encore plus pour un étranger inexpérimenté, surtout à la nuit tombée. Pour étayer cette hypothèse, de nombreux lambeaux du pantalon de Sofia ont été retrouvés, ce qui, à première vue, cadrerait avec les dégâts que pourraient faire les dents d'un animal déchiquetant un vêtement. Mais pour autant, beaucoup de choses ne vont pas dans ce sens du tout. Et ça, même des gens qui connaissent très bien les lieux le confirment. There's no way an animal could have done that, right? There's no. Even with the evidence of the knickers in the tree in a way that no animal could have done it. Animals cannot go and do that, like, you know. Do you think it was possible at all that there was an animal involved, or do you think this would be humans? If it was eaten up by the animals tend to eat like animals eat on the land. Yeah. Would I be able to see
the activity. And they don't eat the whole corpse. Exactly, some part of would have remained. Personne n'a entendu de cris aux alentours et tous les objets retrouvés étaient propres, y compris les morceaux de tissu déchiquetés qui ne présentaient aucune trace de sang. Il n'y avait pas de sang non plus sur la berge du Nil Victoria, pas plus qu'il n'y avait de bouts de chair abandonnés là, et de toute façon, effectivement, aucun animal n'aurait laissé la culotte de Sofia sur une branche d'arbre située à 5 bons mètres du sol. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avant de pouvoir se faire attaquer près de la rivière, il aurait déjà fallu qu'elle parvienne à aller jusque-là seule, ce qui apparemment n'aurait pas été si évident que ça. Do you think it is possible for a girl who's never ever been here before to find the way to the river? Because we see there is no clear path. It's very difficult. Very difficult for somebody who has been here for the first time to find the actual path to the river. Et si le faire en plein jour aurait été compliqué pour Sofia, on peut en déduire qu'avec la nuit qui tombait, ça l'aurait été encore plus, pour ne pas dire que ça aurait été quasiment impossible. Je vous rappelle que depuis le Students Education Center, pour rejoindre la rive nord du Nil Victoria, il faut marcher environ un quart d'heure en pleine nature, sur un terrain parfois envahi par la végétation. Bref, pour résumer, strictement aucune preuve ne vient en fait étayer l'hypothèse d'une attaque d'animal sauvage. Pourtant, les autorités ougandaises s'en tiennent à ça, arrêtent rapidement les recherches et classent l'affaire. C'est aussi ce que conclut la police néerlandaise qui pense également que Sofia a été victime d'un accident. La famille de la jeune femme se retrouve donc sans réponse et peine à obtenir de l'aide pour en trouver, alors pourtant que tout semble indiquer qu'il y a bien eu une ou des interventions humaines. Et c'est d'autant plus crédible que Sofia avait une particularité qui pouvait la rendre assez vulnérable, une particularité qui aurait très bien pu la conduire à faire un mauvais choix dans la soirée du 28 octobre 2015. Sofia leeft maximaal. Niets is haar te gek. Maar er is ook een andere kant van haar energieke persoonlijkheid. Are you still filming? Dat manifesteerde zich toen ze een jaar of 16 was. Het was op de verjaardag, als ik me goed herinner, de verjaardag van Marije. En het was een uur of 6 ochtends, belachelijk vroeg. En ik hoorde beneden gedoe en gestommel. En ik ging kijken en de tafel was bezaaid met frutsels en dingen. En Sofia die was daar bezig. Ja, die was bezig om cadeautjes te maken voor mama. Maar ze gedroeg zich vreemd. Ze lachte veel. En ik dacht, dit is heel raar. Son père a trouvé qu'elle avait un comportement vraiment inhabituel ce jour-là, ce qui a conduit la famille de l'adolescente à l'emmener consulter un psychiatre. Et il s'avère que Gérard avait vu juste parce que Sofia a rapidement été diagnostiquée bipolaire. Généralement, ce trouble implique des changements d'humeur qui oscillent entre énergie extrême et dépression, mais Sofia fait partie des personnes qui n'ont que des phases maniaques, c'est-à-dire qu'elle ne déprime pas. Cependant, quand elle est dans cet état, elle a besoin de repos et d'une augmentation de sa médication. De plus, quand une phase maniaque se déclare, Sofia a tendance à se mettre en danger parce que, sur le coup, elle est extravertie à l'extrême, en plus de se sentir capable de tout. En gros, il faut qu'elle soit sous supervision pour sa propre sécurité et c'est une réalité qu'elle ne vit pas très bien, même si selon ses proches, elle est nécessaire. Als ze manisch is of wordt, dan zoekt ze het gezelschap van mensen die haar niet of nauwelijks kennen. In de avond kon ze naar buiten gaan en bijvoorbeeld dan een beetje gaan rondzwerven door de stad. En met allemaal mensen die ze niet kende of toeristen ging ze dan een gezellig praatje maken. Het was gewoon heel vreemd in de zin dat je nooit wist wanneer het kon komen. En dat je eigenlijk alweer bijna vergeten was dat het überhaupt er was. Même si, en temps normal, les troubles bipolaires de Sofia étaient invisibles, elle a quand même jugé bon d'en parler aux 2 autres étudiantes avec qui elle est partie en safari, et elle a eu raison, parce qu'il semble qu'elle soit justement passée en phase maniaque aux alentours du 26 octobre. Selon les témoignages des filles, dans ces eaux-là, elle commence à dormir beaucoup moins, à parler énormément à tous les gens qu'elle croise, et à vaquer à ses occupations la nuit, le tout sans jamais montrer le moindre signe de fatigue. Des occupations qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément des plus saines parce que, par exemple, des chaises en plastique restées près du feu de camp ont été partiellement brûlées à une heure très tardive
heure à laquelle seule Sofia était réveillée. Cela dit, on ignore si c'est elle qui a mis le feu ou si elles avaient simplement été laissées trop près des flammes, mais étant donné que la jeune femme a écopé d'une amende et qu'elle l'a payée sans broncher, il n'est pas impossible qu'elle soit coupable. Quoi qu'il en soit, après ça, les covoyageuses de Sofia lui disent clairement qu'elles se font du souci à son sujet et pensent à appeler sa mère pour la prévenir afin qu'elle prenne un vol pour Kampala, mais Sofia leur demande expressément de ne pas le faire. Sur le coup, les deux étudiantes acceptent et s'en abstiennent, mais l'incident a tout de même quelques répercussions parce que le guide qui accompagne les trois filles est maintenant lui aussi au courant. L'homme décide de modifier l'itinéraire prévu pour que la prochaine étape soit un endroit plus calme que celui auquel le groupe avait initialement prévu de se rendre, tout ça dans le but que Sofia ne soit pas surstimulée. Malheureusement, son comportement devient progressivement toujours plus instable, au point qu'il commence à engendrer des tensions. Alors, une fois arrivés au Students Education Center, les deux autres filles prennent une décision lourde de conséquences. En toen heb ik begrepen, de twee reisgenoten zijn samen naar de wc gegaan. En toen zijn ze samen een eindje weggelopen om mij te gaan bellen. Omdat het niet zo goed ging met Sofia. En Ja, maar wat werd er ongeveer gezegd? ze zei dat het niet goed ging met Sofia, dat ze zich onvoorspelbaar gedroeg. En dat ze zich zorgen maakte en eigenlijk hadden besloten om haar de volgende dag terug te rijden naar Kampala. Quand les filles contactent Marije, Sofia n'est donc pas avec elles et ne les entend pas parler avec sa mère. En ja, als je daar dan bent en je hebt een reis die je constant beschrijft als een geweldige reis. Als je dan voelt dat ze het willen beëindigen, dan ben je niet blij. Nee, maar goed, daarom zei ik ook, jullie moeten het haar niet vertellen. Ja. Want ze zal dit niet willen, ze zal ruzie maken, ze zal zich verzetten. Misschien loopt ze weg. Elle raccroche au bout de 18 minutes de conversation avec la ferme intention de suivre ce conseil, mais quand elles le font, Sofia a déjà disparu. En vérité, il est fort probable qu'elle ait compris ce qui se tramait dans son dos et surtout qu'elle l'ait très mal pris. Le truc, c'est qu'à cette période, plusieurs formateurs de l'UWA et des soldats de la Force de défense du peuple ougandais séjournaient au Students Education Center. Mais ce n'est pas tout, parce que quelques 400 recrues de l'UWA étaient également en formation dans un camp à environ 2 km au nord. Ces informations n'ont été obtenues que plus tard par Marije parce que les autorités ougandaises n'en avaient pas dit un mot, ce qui a d'ailleurs empêché la vérification des alibis de tous les concernés. Pour résumer, le 28 octobre 2015, aux alentours de 18h30, Sofia était donc probablement très contrariée à l'idée qu'on puisse vouloir mettre un terme à son voyage, en plus de se trouver dans un périmètre grouillant littéralement d'hommes. Des hommes qui n'étaient peut-être pas tous dotés des meilleures intentions et qui, en plus, connaissaient très bien le terrain. Ses proches l'ont dit, quand elle est en phase maniaque, Sofia est extravertie, imprudente et cherche souvent la compagnie des gens, y compris des inconnus. Alors, est-il possible qu'elle ait fait une mauvaise rencontre au Students Education Center ou dans ses alentours et qu'elle ait suivi cette ou ces personnes vers la rivière, motivée par son état psychologique altéré? Comme je le disais plus tôt, les preuves découvertes vont dans ce sens et si on en croit Thomas Coyne, un moniteur de survie en milieu sauvage, le pantalon de la victime semble avoir été coupé à l'aide d'un couteau, puis déchiré en morceaux. Tous les objets avaient en fait l'air d'avoir été placés là exprès, à la manière d'une mise en scène, et ça expliquerait pourquoi seule la bouteille a été aperçue par les Rangers le lendemain de la disparition de Sofia. Ouais, parce que, à moins qu'ils aient fait les recherches avec un bandeau sur les yeux, normalement, étant donné que seuls quelques mètres séparaient la bouteille du reste des effets retrouvés, tout aurait dû être découvert le même jour. Non, tout semble plutôt indiquer que quelqu'un est venu déposer le reste des objets entre la première et la seconde battue pour tenter de maquiller un meurtre ou un enlèvement en accident. Et quand un policier ougandais s'est vu demander comment les équipes de recherche ont-elles bien pu passer à côté de la majeure partie des preuves pendant la première journée, il a fourni une bien curieuse réponse. Il a dit que c'était parce qu'il pleuvait quand Sofia a disparu et que, de ce fait, seule la bouteille qui se trouvait plus loin du rivage ne s'est pas retrouvée immergée le lendemain. Le problème, c'est que cet argument ne tient pas debout parce que tous les objets, même l'herbe autour, étaient secs. De plus, la probabilité pour que le niveau d'une île Victoria puisse monter et redescendre d'un demi-mètre ou plus en une seule nuit est pour ainsi dire quasi nulle. Et de toute façon, quand bien même ça aurait été possible, ça n'expliquerait en rien comment la culotte de Sofia a pu être retrouvée dans un arbre. Enfin, les pièces à conviction n'ont pas été placées sous scellé après leur découverte,
et ont été remises à la famille de la victime dans un simple sac en papier craft. Une analyse ADN demandée à un laboratoire indépendant a établi que 28 personnes différentes avaient possiblement touché les objets, incluant des membres des équipes de recherche ainsi que les proches de Sofia. Des personnes qui ont presque toutes été identifiées, puis écarté la liste des suspects. Et au cas où vous poseriez la question, oui, les alibis des 3 personnes qui étaient du voyage avec elle ont été vérifiés et elles ont toutes été mises hors de cause. En revanche, des traces génétiques appartenant à au moins un homme inconnu ont été apparemment retrouvées sur plusieurs des effets personnels de la victime, ce qui, encore une fois, tente à invalider l'hypothèse de l'accident. Mais des pistes, il en existe d'autres, comme par exemple celle d'un éventuel suicide, une option que les autorités ougandaises ont aussi largement privilégiée après avoir appris que Sofia souffrait de troubles bipolaires. Marie, je pense que pour la police du pays, c'était en réalité une excuse en or derrière laquelle se cacher pour pouvoir facilement classer l'affaire, en s'épargnant ainsi la peine de devoir aller chercher plus loin. Inutile de dire que personne dans l'entourage de Sofia n'y croit parce qu'elle n'a jamais eu de phase dépressive, au contraire, elle aimait la vie, qu'elle croquait à pleines dents dès qu'elle en avait l'occasion. D'autres ont dit qu'elle s'est peut-être perdue en s'éloignant ou qu'elle a elle-même choisi de disparaître, mais dans le premier cas, on l'aurait entendu crier, et dans le second, elle aurait, à minima, sûrement rempli sa bouteille d'eau en prévision de la marche qui l'attendait au lieu de l'abandonner là, pleine de déchets. De plus, Sofia était très proche de ses parents et de ses 2 frères qui pensent tous qu'elle ne les aurait jamais laissés sans nouvelles si elle avait eu la moindre possibilité de les contacter. Une famille qui, les années passant, est abandonnée face à une cruelle absence de réponse, alors même qu'elle sait que leur fille et sœur n'a de toute évidence pas été tuée par un animal sauvage. En 2019, la direction du ministère public de l'Ouganda requiert une nouvelle enquête concernant la disparition mystérieuse de Sofia. Malheureusement, la pandémie du Covid, les confinements et les élections législatives qui ont eu lieu dans le pays en 2021 détournent l'attention de l'affaire. Les autorités ougandaises affirment par la suite que d'autres investigations sont bel et bien en cours et qu'elles travaillent main dans la main avec la police néerlandaise, mais à ce jour, l'enquête n'a connu aucune avancée significative. C'est Marige, qui est retourné en Ouganda plus d'une vingtaine de fois depuis la disparition de Sofia en 2015, qui a découvert de nouvelles pistes à l'aide de ses propres contacts. En effet, en relisant les rapports établis par les policiers ougandais, elle a remarqué 2 troublantes déclarations faites par un officier de l'armée. Il est maintenant à la retraite, mais à l'époque il était en fonction, et il a témoigné avoir brièvement interagi avec, je cite, une fille blanche qui a été portée disparue ensuite. Cela dit, celui qui est suspect, ça n'est pas lui, mais l'un de ses collègues qu'il a décrit comme ayant également eu un contact avec Sofia et qui n'a jamais été interrogé par les autorités. Selon les témoignages du premier militaire, le soir du 28 octobre, les 2 hommes étaient assis ensemble sous le porche d'une maison au Students Education Center quand ils ont vu passer la jeune étudiante qui les a salués et leur a demandé où se trouvaient les latrines. Sofia a disparu très peu de temps après ça, et le lendemain, si l'un des officiers était présent pour participer à l'effort de recherche, l'autre était aux abonnés absents. En prenant connaissance de ces déclarations, Marige a entamé des démarches pour retrouver les concernés, et après un bon moment, elle a finalement réussi à les localiser. Mais si l'un, le premier, a été ouvert et honnête, l'autre, au contraire, a été très évasif et a complètement nié ce qui avait été dit à son sujet par son collègue. Il a même dit n'avoir jamais parlé à Sofia. Marige a communiqué ces informations aux autorités ougandaises, mais elle ignore encore ce qu'elles en ont fait, ou si tant est qu'elles en aient fait quelque chose. C'est assez rageant quand on sait qu'une simple comparaison de l'ADN de cet homme avec celui de l'inconnu qui a été retrouvé sur les objets appartenant à Sofia permettrait de le mettre hors de cause ou au contraire de l'incriminer. Bref, de faire bouger les choses, et presque 9 ans après les faits, on ne peut qu'imaginer la souffrance de cette famille qui ignore toujours ce qui est arrivé à Sofia, qui aurait eu 31 ans cette année. À lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et d'ici là n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres, de créatures imaginaires, ou même d'animaux sauvages. Salut!